Sur la table en bois du tribunal se trouvent un bac à sable pour les notes, une règle, une corde, un morceau de craie et un panier avec de la cire. Ce panier sert habituellement à ranger les sceaux pour les contrats commerciaux. Mais aujourd'hui, il a été placé à côté d'une cruche d'eau et de grossiers morceaux de tissu. Ils vont chercher la marque d'une femme adulte, comparer les cicatrices avec les descriptions du nouveau livre et faire comme si les détails physiques étaient équivalents à un couteau sur la scène du crime. C'est ainsi qu'est née une formule simple et effrayante. Le corps féminin est une preuve. La pièce est humide et cette humidité donne plus de poids à tous les mots. Au marché, on murmure déjà que les marques sont visibles pour ceux qui savent voir. En réalité, on y voit la peur, la fatigue et la pauvreté. Chers téléspectateurs, je vous salue. Écrivez-moi d'où vous regardez l'émission, ville et pays, et si vous avez déjà rencontré des histoires où la morale a tenté de remplacer les preuves. Votre commentaire est important, car cette chronique raconte comment un traité promettant de révéler la vérité de l'esprit a tenté de transformer le corps d'une femme adulte en preuve par défaut et comment les avocats de la ville s'en sont défendus à l'aide de règles arides. Bonne écoute. À la fin du XVe siècle, une compilation volumineuse apparaît dans les terres germaniques, rassemblant des citations, des craintes et des rumeurs quotidiennes dans un seul manuel. L'auteur, un clerc expérimenté dans la prédication et peu patient envers le tribunal municipal, affirme qu'il suffit au juge de signes tirés de la honte et du désir. Il propose des listes de symptômes. Les yeux ne brillent pas autant, la peau ne se refroidit pas autant, ne répond pas autant aux questions. En réalité, il s'agit d'un substitut pratique. Au lieu d'un témoin de l'acte, il y a l'embarras. Au lieu d'une preuve matérielle, il y a le regard de l'enquêteur. Au lieu d'une chronologie, il y a le récit d'un sermon. Le livre est suffisamment ambigu pour pouvoir être cité, et suffisamment sûr de lui pour que la foule décide. On sait désormais comment distinguer une femme adulte normale d'une femme dangereuse. La ville répond non pas par la théologie, mais par la comptabilité. Dans les armoires de la mairie se trouvent les ordonnances municipales, les recueils de coutumes et les compilations du droit romain. Dans les registres des corporations, les amendes pour marchandises de mauvaise qualité. Dans les registres paroissiaux, les enregistrements des contrats de mariage et des dots. Dans cet écosystème papier, tout a un prix. Une fausse arrestation, ce sont des gardes et du bois. Les purges nocturnes, ce sont des bancs vides. La confiscation, ce sont des guerres de dettes. C'est pourquoi les premières tentatives d'introduire les épreuves corporelles devant les tribunaux se heurtent à des exigences formelles. Indiquer le lieu, l'heure, l'objet, nommer 2 témoins adultes du fait. Tout le reste n'est qu'une description de l'état et non une preuve. Le médecin de la mairie, un homme sec et rigide, constate que l'insensibilité peut être due à des cicatrices, au travail dans le froid et aux engelures. Les sages-femmes confirment que les cicatrices et les taches sont le résultat de l'accouchement et de la pauvreté. Ces phrases ne réconfortent pas le public, mais obligent le procès-verbal à s'en tenir aux faits. Le premier revirement caché apparaît là où l'on tente de contourner le document par l'émotion. L'enquêteur, qui a lu le nouveau livre, demande un examen et propose de rechercher des marques. Le magistrat des grandes villes répond par un ensemble habituel d'interdictions, déjà connues lors des ordalies précédentes. Pas de nudité publique des femmes adultes, pas d'interrogatoires humiliants, pas d'épreuve de l'eau et du fer. Tout ce qui concerne le corps ne peut être examiné qu'en présence d'un médecin, de 2 témoins adultes, sans lien de parenté, sans commentaires évaluatifs, uniquement des descriptions. Là où ce cadre est respecté, les affaires commencent à s'effondrer. Il n'y a pas de témoin de l'acte, pas d'objet, la chronologie est incertaine, le mobile économique est évident. Le procès verbal,
rédigée à la lettre, montre que la preuve corporelle n'est pas une preuve, mais un scénario. La deuxième ligne vient du marché. Les prédicateurs distribuent des tracts dans lesquels ils affirment que la vérité se révèle par le rituel. La foule réclame des spectacles, interrogatoires nocturnes, prières collectives, tests d'insensibilité, comme si la faim, le froid et la fatigue pouvaient être mis en scène. Les registres municipaux consignent les conséquences. Après ces tests, des femmes adultes s'évanouissent, sont retenues au travail, des bagarres éclatent devant les magasins, le trésorier voit ses dépenses augmenter. Les ateliers se plaignent, la production se détériore, non pas à cause de la sorcellerie, mais à cause des temps d'arrêt. C'est là que réside le deuxième revirement. La mémoire économique de la ville s'avère plus forte que la peur. Les rituels publics sont réduits dans le budget. Les juges reçoivent un critère simple: ne pas toucher sans preuve ni témoin. Le troisième revirement survient lors des premières vérifications sérieuses des affaires enregistrées. Dans une affaire, une herboriste adulte est accusée d'avoir jeté un sort, mais on trouve de la moisissure et du sel de mauvaise qualité dans l'entrepôt. Dans une autre affaire, on découvre que la marque provient d'une ancienne brûlure. Dans le troisième, la peau froide s'explique par l'épuisement après la famine hivernale. Ces trois affaires ont un point commun: sans torture, elles s'effondrent. Et la torture, comme le note le greffier, permet d'obtenir des aveux au prix de la santé, ce qu'aucun objet ne peut remplacer. Ici, le juriste, s'appuyant sur les traditions universitaires, invoque une ancienne norme du droit romain. Les soupçons fondés sont les témoins et les objets, et non les signes superstitieux issus de la honte. Cette phrase semble ennuyeuse, mais dans la salle d'audience, elle est plus forte qu'un cri. Les fanatiques ne reculent pas, ils exigent davantage de rituels. Des rassemblements devant les temples, des cordes autour des corps, de l'eau bénite comme test, restent sans trembler devant la communauté. La ville répond de la manière la plus prosaïque qui soit, en comptabilisant les dommages. Une affiche est accrochée à la porte de la mairie. Quelles actions sont interdites à l'enquêteur? Quelles questions sont inadmissibles? Ce qui est considéré comme un soupçon sérieux. Dans les maisons d'artisans, on distribue des notices, comment rédiger un témoignage, quoi apporter comme preuve matérielle. Dans les carnets des gardes apparaissent des formulaires où les lignes vides pour les marques sont remplacées par les champs objet, heure, lieu, témoin. Le rituel perd de son pouvoir lorsqu'on l'oblige à compter. À partir de ce moment, le langage lui-même commence à changer. La corporéité féminine cesse d'être le théâtre de soupçons et revient dans la catégorie état. Le tribunal décrit les cicatrices, les marques, les traces de travail pénible et de maladie, et les place non pas dans la colonne preuve, mais dans la colonne médecine. C'est ainsi que se forme une barrière invisible entre la honte et la preuve. Elle est maintenue par trois piliers: le médecin, le greffier, les témoins. Le médecin parle de la physiologie des femmes adultes sans moraliser. Le greffier oblige à passer par la date et le lieu pour chaque étape. Les témoins ne répondent que de ce qu'ils ont vu. Il y aura encore de nombreuses tentatives pour briser cette cloison, par des signes divins, par des confessions collectives, par les connaissances spéciales de sorcellerie de l'enquêteur. Mais là où les villes ont appris à vivre selon la loi, la cloison tient bon. Dans les bureaux administratifs, on renforce la barrière contre la tentation de voir la vérité à travers les yeux de l'enquêteur. Dans chaque dossier, on insère une feuille avec des lignes directrices: lieu, heure, objet, témoins adultes, motif économique. Les greffiers réécrivent les formulaires d'interrogatoire de manière à faire disparaître les pièges de la honte. Au lieu de questions sur les tentations nocturnes, il y a des cases pour l'inventaire, les traces, les reconnaissances de dettes, les notes du médecin. Le médecin de la mairie est chargé de se présenter à tous les examens
en tant que témoin technique et note sobrement. Où se trouve la cicatrice? Où se trouve l'ancienne brûlure? Où se trouvent les signes d'épuisement? Où se trouve la scoliose due au métier à tisser? Où se trouve la dermatite due au tonneau de sel? Les sages-femmes, des artisanes adultes ayant de nombreuses années d'expérience, deviennent des expertes en matière de blessures et de traces post-partum. Elles savent à quoi ressemble une déchirure, comment une suture cicatrise, comment la pauvreté et le froid rident la peau. Leur langage artisanal coupe court au mysticisme, comme un couteau coupe un fil, privant les marques de leur statut magique. Le tribunal ne discute pas de morale, il classe les épisodes dans les colonnes appropriées, état du corps, dans la médecine, preuves, dans la liste matérielle. Les archives révèlent ensuite une série de défaites particulières du schéma érotisé. Dans une affaire, une veuve adulte du quartier des tanneurs a été accusée d'insensibilité et d'avoir une marque sur la cuisse, mais le médecin a expliqué que la zone de peau épaisse était une vieille cicatrice due à une brûlure causée par de l'écorce et que le mutisme était la conséquence d'une gelure hivernale sur un pont pavé. Dans une autre affaire, l'accusation reposait sur le fait que les hommes adultes perdaient leur force après son regard, mais l'enquête a révélé que les défauts du tissu étaient dus à l'humidité, que le vin était coupé dans la taverne et que des nids de souris se cachaient dans la cave du commerçant. Dans le troisième cas, on a trouvé des poudres chez l'herboriste, mais dans l'inventaire des boutiques, chacune de ces poudres avait une utilité. Avant les fêtes, on salait le poisson et on séchait les peaux, et les listes ont confirmé l'achat de sel et de vinaigre. Ces trois affaires ont un point commun. Sans torture, elles aboutissent à rien, car les témoins n'ont pas vu les faits et les objets parlent de l'économie, pas des réunions nocturnes. Lorsque de telles affaires se multiplient, les magistrats établissent une règle qui est inscrite dans les ordonnances municipales. Les examens corporels ne sont pas autorisés, la description de l'état n'a pas de valeur probante, la torture en tant que mesure extrême n'est possible qu'en cas de soupçon sérieux, et ceux-ci sont équivalents à l'ensemble des objets, des lieux, des moments et des témoignages concordants d'adultes. Tandis qu'à l'intérieur des murs, le papier apprend à l'emporter, à l'extérieur, les rituels continuent d'exister. Sur les foires, les prédicateurs expliquent à la foule que la vérité n'aime pas le papier et organise des purifications. Des femmes adultes sont exposées à la vue de tous, on leur ordonne de ne pas trembler, de ne pas pleurer, de répondre à des questions suggestives. Les rapports des médecins et des trésoriers municipaux fournissent des statistiques. Après ces rassemblements, le nombre d'évanouissements, de retards au travail et de conflits domestiques augmente. La sécurité et le bois de chauffage entraînent des dépenses supplémentaires. Les confiscations ont engendré de nouvelles dettes. Dans certains quartiers, les artisans rompent leurs contrats par crainte d'être victimes de rumeurs. Ces rapports, rédigés par des migrants lassés, accomplissent ce que les sermons retentissants ne parviennent pas à faire. Ils transforment la ferveur morale en une liste de pertes. Sur cette base, plusieurs villes adoptent des instructions internes qui interdisent les purges nocturnes sans menace directe pour l'ordre public, classent tous les témoignages de l'esprit dans la catégorie rumeurs et exigent que toute épreuve populaire soit accompagnée d'une évaluation des dommages et d'un rapport des adultes responsables. Le rituel s'efface lorsqu'on l'oblige à rendre des comptes. Parallèlement, des juristes universitaires, invités par les conseils, rédigent de brèves instructions à l'intention des enquêteurs. Elles ne contiennent pas de grands discours, seulement des points, distinguer les paroles de peur des paroles de fait, noter la date, l'heure, le lieu, ne pas toucher le corps d'une femme adulte sans nécessité médicale et en l'absence d'un médecin, ne pas poser de questions humiliantes si cela ne mène pas à une piste objective, ne pas confondre les rumeurs de sorcellerie conjugale avec des éléments pouvant être présentés comme preuves. Ces instructions
s'ajoutent à des directives pénales de plus en plus strictes, dans certains Länder, des textes reconnaissant la torture comme un moyen extrême en cas de soupçon sérieux et non comme un substitut aux preuves ont déjà été légalisés. Quelques décennies plus tard, un important recueil sous le règne de Charles Quint consacrera cette pratique au niveau de l'Empire en 1532. Mais l'avantage des chancelleries urbaines est qu'elles en sont arrivées à cette logique plus tôt, par nécessité économique. La résistance des fanatiques tient encore le coup grâce à la peur. En cas de mauvaise récolte, d'épidémies et d'incendies, la foule exige à nouveau des signes. C'est alors que la solidité du nouveau réseau se manifeste. L'interdiction statutaire des épreuves corporelles est placée à côté de l'interdiction des ordalies par l'eau et le fer. Toute confession, obtenue dans des conditions humiliantes, est considérée comme irrecevable. La participation d'un médecin dans les affaires concernant le corps devient la règle. Les sages-femmes, spécialistes adultes, sont inscrites sur la liste des témoins admissibles de l'État, mais pas du fait. Le tribunal redevient un lieu où la règle n'est pas posée sur la table pour la peau, mais pour la distance entre le mot et la chose. Dans une affaire à l'échelle de la ville, cela est particulièrement évident. Une marchande de poissons adulte a été accusée de gâcher les barils par son toucher. Au lieu d'un rituel, le tribunal convoque un grossiste en sel, un gardien de port et un médecin. Le sel est périmé, les planches sont humides, la femme a des crevasses aux mains à cause de l'eau hivernale et la froideur de la peau est due à l'épuisement. Le procès-verbal clôt l'affaire et le trésorier constate que les frais de cette inspection sont bien inférieurs à ceux d'une enquête nocturne et que le conflit sur le marché est résolu sans confiscation. Entre-temps, l'administration change également. Dans les carnets des gardes, les colonnes « Marques » et « Tentations » disparaissent, laissant place à des champs « Objets »,« Heures »,« Lieux »,« Témoins », « Description médicale ». À l'entrée de la mairie, on affiche une liste d'interdictions pour l'enquêteur. Ne pas autoriser les examens à la recherche de signes surnaturels, ne pas effectuer de tests d'insensibilité, ne pas poser de questions sur les nuits et les lits, car cela est humiliant et ne mène à aucune preuve. Dans les maisons d'artisans, des fiches destinées aux maîtres apparaissent. Comment déposer correctement une plainte? Comment conserver un objet à titre de preuve? Comment inviter des témoins? La ville transforme la peur en instruction et les instructions en routine. Malgré tout cela, la saleté du monde ne disparaît pas. Les femmes adultes restent vulnérables dans les quartiers où elles n'ont pas de protecteur puissant. Les rumeurs circulent plus vite que les convocations. La pauvreté laisse sur les corps des traces qu'il est facile de qualifier de marques. Mais même ici, le cadre fonctionne comme un frein. Dans une affaire, on a tenté d'expulser une veuve adulte de son atelier dans l'intérêt de la communauté, alors qu'en réalité, il s'agissait de libérer de la place pour la famille du chef. Le tribunal a exigé le contrat de location, a revérifié les dettes, a déterminé qui tirait profit de la confiscation et a constaté que la sorcellerie n'était qu'un prétexte pour un conflit patrimonial. C'est là le pouvoir discret du papier. Il ne rend pas les gens plus gentils, il les rend plus lents, et la lenteur tue le spectacle. Le corps ne disparaît pas de la salle, mais cesse d'être l'objet central. Une nouvelle couche de procédure apparaît dans les registres municipaux qui achèvent de tuer la tentation de juger par le corps, non pas par le conflit, mais par la construction. Dans chaque cahier d'interrogatoire, on ajoute une section « Division de l'objet », une page séparée pour les faits dommageables, incendie, vol, détérioration de marchandises, une autre pour les traces matérielles, outils, poudre, clés, vêtements, une autre pour l'état du corps, présentée comme une partie médicale remarquable, cicatrices, fissures, signes de froid et d'épuisement. Le scribe, auparavant considéré comme un fonctionnaire de second ordre, devient le gardien de la forme. Il ne permet pas que la description de l'état se retrouve dans la colonne des preuves. Le médecin de la mairie
introduit une échelle d'observation, le mutisme, localisé de la peau comme signe d'une vieille cicatrice, la pâleur diffuse comme trace de famine, les tremblements comme produit de l'humidité et de la peur, le froid comme trace d'épuisement. Les sages-femmes systématisent le langage artisanal. Elles distinguent la cicatrice obstétricale d'une blessure, la trace laissée par un tonneau d'eau salée d'une éruption cutanée causée par la moisissure. Tout cela est rassemblé dans une méthode qui dépouille l'accusation de son romantisme. Le corps des femmes adultes cesse d'être un mystère et revient à une série de causes banales. Dans le contexte d'un renforcement de la procédure, les tentatives visant à la contourner par le biais d'un ensemble de signes s'intensifient également. Les opposants à la machine à papier affirment que si l'on additionne les tremblements, la pâleur, la peau froide et la mauvaise réputation, on obtient un soupçon grave. Mais l'administration répond par l'arithmétique. L'ensemble des conséquences quotidiennes ne constitue pas un ensemble de preuves. Dans une affaire, une blanchisseuse adulte a été accusée de sécher les fils avec son regard. On a rassemblé les preuves. Ça sent le moisi. Les registres de l'atelier indiquent un séchage insuffisant sous la pluie. Des bobines pourries gisent dans la cave. Le médecin constate des crevasses sur les mains, dues à l'eau salée. Le greffier note les dettes du client. L'ensemble des signes s'effondre devant l'ensemble des faits. Dans une autre affaire, les artisanes du quartier des tanneurs accusent une veuve de mutisme de la peau comme signe de sorcellerie. Le médecin montre que les zones épaisses sont des cicatrices de brûlure causées par l'écorce et l'eau chaude. Le trésorier ajoute que la confiscation de sa maison profite à un voisin intéressé. Le tribunal pose les contrats et les factures sur la table et le signe perd à nouveau la parole. Là où l'on ne peut pas agir de manière brutale, on tente de revenir par le biais d'épreuves populaires. Les rituels continuent de circuler dans les églises rurales et les foires, restent immobiles sans trembler, gardent la main dans l'eau, montrent l'emplacement de la marque. Les autorités municipales répondent par un triple verrou. Le premier est financier. Toute épreuve de masse est désormais financée par les cotisations de la communauté, avec un calcul précis du bois, des gardes et des temps d'arrêt des métiers. Au printemps, le montant que les citoyens refuseront la prochaine fois est inscrit en toutes lettres dans le livre des dépenses. Le deuxième est juridique. Les statuts interdisent les épreuves corporelles en tant que forme d'humiliation et source de faux aveux qui n'ont aucune valeur sans preuve matérielle ni témoin. Le troisième est médical. Le médecin a le droit et le devoir d'interdire les actions nuisibles à la santé en consignant les raisons de son refus. Ce triple lien ne convainc pas les fanatiques, mais les prive de leurs outils. Sans argent, sans légitimité et sans accès à la salle, ils ne sont plus que du bruit. Les dossiers judiciaires contiennent désormais des affaires qui établissent une nouvelle norme. Une marchande de poissons adultes est accusée de produits avariés après avoir été touchée. Vérification: le sel est périmé, les planches des tonneaux sont humides, il y a de la moisissure dans la cave. Le greffier inscrit dans la colonne principale objets et conditions et laisse le contact dans la section discours. L'affaire est classée sans torture et le trésorier note que le coût de la vérification est inférieur au coût d'une seule enquête nocturne. Une tisserande adulte est accusée de faiblesse des hommes autour d'elle. Vérification: le vin était coupé, le travail se faisait la nuit dans le froid, le client retardait le paiement, les hommes tombaient d'épuisement. Le médecin et les sages-femmes concluent à l'épuisement. Le greffier conclut l'affaire par la formule suivante: l'état du corps et des mœurs ne contient pas de preuves matérielles. Ces mots froids enseignent aux salles où l'on aimait autrefois la chaleur. Plus il y a de tels dénouements, plus le comportement des témoins change. Si, au début de la décennie,
Les témoins auditifs consignaient dans le procès-verbal leurs visions et récits. Ils ont désormais été déshabitués. Les formulaires exigent des informations concrètes, ce qui a été pris, où cela a été déposé, quels sont les dommages, comment cela peut être démontré. Les hommes adultes de la garde cessent de chercher des marques et commencent à mesurer les traces de chaussures, à compter les tonneaux, à décrire les serrures. Le comportement des accusateurs change également. Les chefs d'atelier apprennent à distinguer les défauts de fabrication des crimes afin de ne pas se ridiculiser devant le conseil. C'est là le dressage institutionnel du quotidien. Le statut ne fonctionne pas par slogan, mais par forme. Dans les archives privées de certaines villes, on remarque un autre fil conducteur, le souci de sa propre gestion. Les marchands et les anciens influents ont compris que les affaires corporelles engendraient un risque de crédit. Les confiscations ruinaient les familles endettées, perturbaient les livraisons, et au lieu d'une boutique nettoyée, on se retrouvait avec 3 boutiques vides. C'est pourquoi ils font passer dans les conseils des points courts mais stricts, pas de torture sans ensemble de preuves, pas d'examen corporel sans nécessité et sans médecin, pas de confiscation avant le verdict, pas d'exposition publique du corps des femmes adultes dans la salle. Ces points ne concernent pas la clémence, mais la gestion des risques. Lorsque cela est consigné par écrit et affiché, il est plus facile pour l'enquêteur de renoncer à la mise à l'épreuve. Il a un document qui le soutient. Les opposants tentent un autre coup. Ils font appel à des autorités supérieures. Ils apportent des citations, des interprétations, des connaissances séculaires sur la nature féminine. La ville répond par ses propres autorités. Des commentateurs universitaires du droit romain, les coutumes locales et surtout les nouvelles instructions pénales où il est écrit noir sur blanc. La torture est une mesure extrême, un soupçon sérieux est une chose et un témoin, et les indices tirés du désir sont inadmissibles. On devine déjà l'ombre du futur code impérial sous le souverain. L'ordre des choses doit être le même, qu'il s'agisse d'un vol domestique ou d'une suspicion de sorcellerie. Pour la foule, c'est de la bureaucratie. Pour la ville, c'est la garantie que les boutiques ouvriront le matin. Au niveau du langage, l'image même de la femme dans le protocole change. Auparavant, elle était porteuse d'un signe. Désormais, elle est une personne adulte en bonne santé. Le médecin constate l'anémie, l'épuisement, les traces d'un travail pénible. Le greffier indique le logement, la profession, les dettes et les contrats. L'atelier fournit une attestation de travail. Cet ensemble de lignes sobres ramène l'individu dans le document, sans moralisation, sans humiliation, sans romantisation. Le tribunal ne devient pas plus clément, il devient plus précis, et lorsqu'un fanatique demande de lire sur le corps, on pose sur la table une liste d'objets et on laisse le corps au médecin. Cependant, l'inertie de la peur est plus longue que n'importe quelle instruction. Pendant les années de mauvaise récolte et d'épidémie, le mysticisme des signes refait surface dans la salle d'audience. Seul un cadre strict permet de trancher. L'interdiction statutaire des examens corporels, la participation obligatoire d'un médecin et d'un scribe, l'exigence de 2 témoins adultes du fait, et non de la rumeur, et le coût fixe de toute procédure extraordinaire. Cela ne rend pas le monde plus sûr, mais rend le tribunal plus stable. Et peu à peu, même ceux qui ont le cœur du côté de la jalousie reconnaissent la force de la forme. Lorsque le formulaire demande une chose, le rituel perd son fondement. En hiver, lorsque les marchés se sont vidés et que le vin s'est épaissi à cause du froid, les fanatiques ont fait un dernier pari sur le spectacle. Dans les paroisses de banlieue et sur les places de marché, ils ont organisé des réunions purificatrices afin de redonner au corps son statut de preuve. Les femmes adultes étaient exposées à la vue de tous, on leur demandait de rester debout sans trembler, on déclarait « signes », leur pâleur, leur fatigue, les traces de leur dur labeur.
Ces actions causaient du tort et humiliaient leur dignité. Un fait social constaté par les médecins et les gardes, mais qui excitait la foule. Dans les villes dotées d'une mairie forte, la réponse était impassible. Les gardes étaient chargés, non pas de protéger le rituel, mais de le disperser comme source de désordre. Les greffiers rédigeaient des procès-verbaux sur les temps d'arrêt et les pertes. Le trésorier transmettait au conseil une note indiquant en détail combien coûtait une telle nuit de jalousie, en bois, disputes et réparations. L'économie de la sobriété luttait contre l'économie de la peur, et la première l'emportait sur le coffre contenant les clés de la ville. Dans plusieurs affaires, ce revirement est apparu clairement. Une artisane adulte travaillant dans un atelier de teinture a été soumise à un examen des marques. Le tribunal a exigé le registre de l'atelier où sont consignées les brûlures causées par l'écorce de teinture et les crevasses causées par la solution saline chez les travailleurs. Le médecin a confirmé que le mutisme de la peau était une cicatrice normale. Les sages-femmes ont ajouté leurs connaissances artisanales sur les traces post-partum. Le procès-verbal a transféré le corps de la colonne « preuve » à la colonne « état » et a transféré dans la colonne « preuve » la serrure, les clés, le contrat, le tissu défectueux et le sel périmé. L'affaire a été classée sans torture. Dans un autre procès contre une marchande de grains adulte accusée de maléfice par le regard, le gonflement des sacs dû à l'humidité, la moisissure et les caves non aérées ont été reconnus. Les gardes ont trouvé des traces d'eau près des étals. Le trésorier a noté que la confiscation aurait rapporté un profit aux voisins de la rangée. Ici, le tribunal a non seulement rejeté l'accusation, mais a également infligé une amende pour fausse dénonciation. Ces histoires, ennuyeuses en apparence, ont mis à mal le schéma traité. Sans épreuve physique, les symptômes se transforment en conséquences quotidiennes de la pauvreté, du froid et de la négligence. Les fanatiques ont réorienté la pression sur l'ensemble des signes, proposant de rétablir la torture comme test. Leur logique reposait sur une conviction passionnée. Si l'on additionne les tremblements, la pâleur, la fatigue, les rumeurs et la mauvaise fortune des voisins, on obtient un soupçon sérieux. Les juristes ont répondu par une liste dans laquelle chaque point devait être un objet ou un fait. Un instrument, une poudre, des clés, une lettre, une reconnaissance de dette, un lieu, une heure, les témoignages concordants de 2 témoins adultes, un rapport médical, non pas comme preuve, mais comme note descriptive. Les instructions destinées aux enquêteurs stipulaient séparément « Les tests physiques sont interdits car humiliants. Les questions sur les nuits et les lits sont inadmissibles. La mise à nu des femmes adultes sans nécessité médicale est illégale. Les aveux obtenus par des procédures humiliantes n'ont aucune valeur sans preuve matérielle. » Cette série de mesures a privé les prédicateurs de leurs 2 principaux outils, la honte et le spectacle. Dans la vie quotidienne, cela s'est traduit par de petits changements. Les gardes ont cessé de rechercher des marques dans les cours et les auberges. On leur a appris à mesurer les traces de chaussures et à compter les tonneaux, à noter les serrures et les effractions, à dessiner le plan des lieux à la craie. Les greffiers ont déshabitué les témoins à parler de vision et de ouï-dire, sans date ni lieu, ne laissant dans le procès-verbal que ce qui pouvait être prouvé. Le médecin de la mairie a cessé d'être un fardeau pour devenir une nécessité. Sa signature éliminait de l'affaire les soupçons fondés sur la physiologie des femmes adultes. Les sages-femmes ont obtenu le statut d'experts agréés sur l'état afin de mettre fin aux rumeurs. Il ne s'agissait pas d'humanisation, mais d'ingénierie. Supprimer du processus tout ce qui ne conduisait pas à une trace matérielle. Ensuite, on a comblé les lacunes. Dans certaines villes, on a adopté de brefs statuts stipulant que toute purge massive devait être préalablement autorisée par le Conseil et accompagnée d'un compte rendu des dépenses, et que tout procès populaire
était automatiquement enregistré comme un événement avec des dommages et des responsables. Le bruit est rapidement devenu plus coûteux que les preuves. Les corporations, ayant tiré les leçons de leurs pertes, ont introduit des règles internes, les dénonciations sans fondement sont interdites, les plaintes sans témoin sont considérées comme de la calomnie et sont passibles d'une amende. Dans les litiges concernant les défauts de fabrication, des contrôles en entrepôt avec un médecin et un ancien sont obligatoires. La discipline des guildes, souvent cruelle dans les détails, est devenue de manière inattendue l'allié du tribunal. Dans l'artisanat, ce sont les conditions de stockage et de travail qui sont déterminantes et non les tentations, et cela peut facilement être démontré par des preuves matérielles. Plusieurs cas judiciaires sont devenus des cas d'école. Dans l'un d'eux, une veuve adulte, maçonne, était accusée de gâcher la maçonnerie. L'enquête a révélé qu'en hiver, le mortier était mélangé à de l'eau glacée, que l'équipe travaillait sans interruption et que la surveillance était relâchée en raison de la maladie du maître d'œuvre. Dans cette affaire, c'est la technologie qui a été prise en compte et non les signes. Dans une autre affaire, une aubergiste adulte était accusée de priver les hommes de leur force. L'enquête a révélé la présence de vin coupé, des équipes de nuit et le froid dans la salle. Le médecin a décrit l'épuisement et les tremblements comme les conséquences du travail et de la faim, et non de la sorcellerie. Les deux affaires se sont soldées par des amendes pour ceux qui avaient tenté de dissimuler leur négligence économique sous le couvert du mysticisme. Après cela, une prescription est apparue dans le registre municipal. Toute tentative de remplacer des causes objectives par un ensemble de signes constituait une circonstance aggravante lors de l'imposition d'une amende pour fausse dénonciation. La vague la plus dangereuse est venue avec la mauvaise récolte. Les foules réclamaient des réponses simples et le traité redevenait une béquille pratique. L'inertie des règles déjà adoptées a aidé ici. Les statuts, où les épreuves corporelles étaient placées à côté des ordalies, ont automatiquement repoussé l'attaque. L'enquêteur qui risquait d'enfreindre l'interdiction risquait son poste et une amende. Le juge, qui tentait de remplacer la chose par un spectacle, risquait une révision des affaires et la colère de la Chambre des comptes. Une paire de sanctions retentissantes a refroidi les ardeurs pendant des années. Au même moment, les juristes universitaires expliquèrent au Conseil qu'un soupçon sérieux ne se composait pas de 5 indices faibles tirés de la honte, mais qu'il découlait de 2 ou 3 faits solides pouvant être présentés et montrés à des tiers. Cette formule, cruelle pour la rhétorique, sauvait l'économie de la ville. À la fin de la décennie, une procédure s'est mise en place dans les grands centres, selon laquelle les affaires corporelles ne donnaient plus lieu à la torture. Tout d'abord, on dressait l'inventaire des dommages et des objets. Ensuite, on recherchait des témoins du fait. Puis, on établissait un rapport médical décrivant l'état sans valeur probante. Puis, la vérification des motifs et des avantages. Et seulement en présence d'un ensemble de preuves solides, la demande de torture comme dernier recours, plus rarement approuvée que rejetée. Les fanatiques appelaient cela la froideur. La ville appelait cela l'ordre. C'est dans cette monotonie que se cachait le tournant principal. Le traité n'est pas devenu un code judiciaire, mais une pierre d'achoppement sur laquelle se brisaient les affaires fondées sur des suppositions érotisées. Lorsque ces pratiques ont été couchées sur papier, le mythe et le document se sont définitivement séparés. Le mythe continuait à répéter que l'Inquisition voit la vérité avec les yeux de l'esprit et que le corps féminin se trahit lui-même. Le document montrait le contraire. Là où le tribunal exigeait une preuve matérielle et un témoin, les affaires fondées sur la honte s'effondraient sans torture. Là où la torture avait tout de même lieu, elle ne produisait pas la vérité, mais des invalidités et des aveux sans fondement que le magistrat n'acceptait plus. Dans ce contexte, il ne restait plus qu'un pas à franchir avant l'aboutissement final, des statuts
qui consacrerait l'interdiction formelle des épreuves corporelles et harmoniserait la procédure pénale. Les preuves sont des objets, les paroles sont des écrits, le corps des femmes adultes est un élément médical et non un moyen de pression pour obtenir une condamnation. Au printemps, les habitudes administratives avaient déjà pris le pas sur la rhétorique. Dans les affaires de préjudice, on ouvrait d'abord la page des objets, puis celle des témoins, et ce n'est qu'ensuite, si nécessaire, qu'on ajoutait une note médicale comme description de l'état et non comme preuve. Les greffiers ont appris à consigner dans le procès-verbal tout ce que la foule tentait de faire passer pour un ensemble de signes: les tremblements pour le froid et la malnutrition, la pâleur pour la pauvreté, la peau muette pour les cicatrices dues au travail. Le médecin de la mairie et les sages-femmes ont pris leur place dans la chaîne, non pas en tant que prédicateurs, mais en tant qu'artisans de l'observation. Là où hier encore on proposait de lire sur le corps, aujourd'hui on exigeait une clé, une poudre, une lettre, un lieu et une heure. Cette discipline ennuyeuse a rendu possible le dernier pas. Les statuts ont noué le nœud décisif. Les conseils des grandes villes ont introduit des dispositions courtes mais fermes. Les examens corporels sont interdits en tant qu'humiliation et source de faux aveux. Les examens publics des femmes adultes sont interdits sans nécessité médicale et sans la participation d'un médecin. Les questions sur les nuits et les lits sont jugées inadmissibles car elles ne mènent à aucune preuve matérielle. Les aveux sans preuve matérielle et sans témoins adultes consentants sont privés de valeur. La torture n'est autorisée qu'en dernier recours, uniquement en cas de soupçon fondé, c'est-à-dire lorsqu'il existe des preuves matérielles, temporelles, spatiales et des témoins, et non des indices tirés de la honte et du désir. Ces statuts ont placé les schémas érotisés au même rang que les ordalies dans la liste des procédures interdites que la ville ne finance plus et ne reconnaît plus. Les fanatiques ont essayé de contourner le cadre par des rituels externes, mais ils se sont heurtés à la question économique. Toute réunion de purification nécessitait une garde, du bois, une salle, et le trésorier considérait cela comme une perte. Les ateliers, habitués au temps d'arrêt et aux défauts, ont introduit leurs propres règlements. Sans preuve, une plainte équivaut à une calomnie passible d'une amende. Dans les litiges sur la qualité, une inspection de l'entrepôt avec la participation d'un médecin et d'un chef de quartier est obligatoire. Toute tentative de remplacer la cause objective par un ensemble de signes est considérée comme une circonstance aggravante. Ainsi, la discipline des guildes, loin de la miséricorde, est devenue de manière inattendue un pilier de la défense. L'artisanat exige des preuves, pas des spectacles. La suite est devenue une question d'inertie. Là où les statuts et les formulaires étaient en vigueur, les affaires fondées sur des preuves corporelles s'éteignaient dès les premières étapes. Les scribes renvoyaient les accusateurs aux faits, les gardes mesuraient les traces et les médecins consignaient les états sans moralisation. Les rares tentatives de contourner l'interdiction des tests corporels étaient suivies de sanctions, destitutions, amendes, révision des affaires. Plusieurs cas de ce type ont montré que le papier ne se contentait pas de conseiller, mais imposait. Dans le même temps, les interprétations universitaires ont renforcé la formule à laquelle les villes étaient parvenues auparavant par la pratique. Un soupçon sérieux repose sur des faits et non sur des sentiments. Les objets et les témoins sont un pont vers la torture, mais la torture elle-même n'est pas un pont vers la vérité. Dans le cadre impérial général, approuvé par le souverain au milieu du XVIe siècle, cette logique a été mise en avant, mais sur les marchés et dans les boutiques, elle a été acceptée à l'avance par crainte des pertes et non par amour de l'abstraction.